Donc là, on va voir certains éléments requis pour faire l'apprentissage profond, qui sont des éléments qu'on a ajoutés au modèle du perceptron multicouche pour en arriver à avoir des réseaux de neurones avec beaucoup plus de couches. Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2011-2012, ce n'est plus requis de faire du pré-entraînement non supervisé. On est rendu à un point où on est capable d'apprendre, d'entraîner nos réseaux de neurones profonds directement sans ça. Ça peut aider dans certains cas, ce n'est pas totalement inutile, mais ce n'est plus requis. Pourquoi ça? Parce que dans le fond, il y a différentes avancées ou modifications qui ont été proposées, des techniques qui ont permis à ce que l'entraînement d'un réseau de neurones profond initialisé totalement aléatoirement fonctionne bien et converge vers des bonnes solutions. Donc, une des avancées, une des techniques qui ont été proposées, c'est entre autres d'avoir des nouvelles fonctions de transfert, donc comme ReLU en particulier, ce n'est pas le seul, qui va atténuer le problème qu'on appelle le problème de dilution du gradient qu'on a vu précédemment, mais qu'on va revoir aujourd'hui. Donc, avec des nouvelles fonctions de transfert, comme ReLU à la place d'une fonction de transfert sigmoïde, on aide un peu à atténuer le problème de dilution du gradient. On a aussi des meilleures façons d'initialiser les poids, donc des façons, oui, c'est aléatoire, mais avec on va dire les bonnes configurations pour générer les valeurs aléatoires qui nous assurent finalement que le réseau de neurones va être dans des zones d'opération intéressantes dès les premières époques. Un élément important qui a vraiment donné beaucoup d'ampleur, beaucoup de capacité au réseau de neurones, c'est aussi le dropout. Donc, le dropout, c'est l'idée qu'on va désactiver aléatoirement une grande quantité de poids. Typiquement, la moitié des poids des couches cachées vont être désactivés à chaque fois, de façon aléatoire pour chaque donnée. Donc, si on a une nouvelle donnée, on va avoir d'autres poids qui sont activés. Cette désactivation aléatoire-là permet à des propriétés intéressantes, augmente la robustesse, améliore l'apprentissage. Donc, ça va vraiment donner des capacités augmentées au réseau de neurones profonds. On a aussi le batch normalization qui, lui, vise à faire une renormalisation des valeurs entre les couches. Ce n'est pas toujours requis, mais c'est parfois intéressant parce que l'idée, c'est que de dire que nos différentes couches sont mises à jour de façon simultanée. Et donc, d'une mise à jour à l'autre, ça se peut qu'on ait des désalignements. Donc, finalement, on a juste une couche, puis sa sortie va être déplacée, va être modifiée dans l'espace par rapport à la couche qui suit, qui, elle, n'est pas ajustée. Donc, à chaque fois, on a comme des ajustements conjoints qui se font, c'est un peu comme une poursuite, là, une couche ajuste sa sortie, la couche qui suit doit s'ajuster elle-même pour pouvoir capturer la nouvelle sortie. Au lieu de faire ça avec le batch normalization, on tend à avoir des moments, des endroits dans le réseau de neurones où on va réaligner, renormaliser dynamiquement les données selon sa distribution. Donc, essentiellement, si on suppose des lois normales, on va comme recentrer les données pour avoir une moyenne nulle et un certain étalement. Et aussi les liens résiduels, là, ce qu'on appelle les residual links qu'on trouve en particulier dans des approches comme des ResNet. Donc, les liens résiduels, ça permet de diffuser, de faire en sorte que l'information va sauter par-dessus des groupes de couches de neurones. Et donc, ça va aider à ce que de l'information se diffuse bien dans l'ensemble du réseau. Sinon, s'il faut à chaque fois passer au travers de couches, puis s'il y a des couches que pour une raison ou une autre sont inefficaces, sont inopérantes ou perturbent un peu l'information, ça peut juste faire en sorte que le réseau de neurones ne fonctionne pas bien. Mais avec ces liens résiduels-là, on a comme l'information qui provient intacte de plusieurs couches précédentes. Donc là, ça permet d'une diffusion de l'information, puis ça permet aussi d'apprendre de façon mieux étalée dans l'ensemble du réseau de neurones. Donc, les liens résiduels ont permis d'avoir des réseaux de neurones beaucoup plus profonds que ce qu'on faisait auparavant. Donc, le problème de la dilution du gradient, c'est l'idée que avec un perceptron multicouche classique, comme on a vu la semaine précédente, de plus de 2 couches cachées, ça ne va pas bien. Généralement, l'apprentissage ne fonctionne pas trop bien. On fait face à des neurones souvent qui sont saturés. On s'appelle qu'avec la fonction de transfert sigmoïde, lorsqu'on veut atteindre une sortie qui est très près de 1 ou très près de -1 ou 0 selon la valeur de la sigmoïde, là, entre 0 et 1, donc très près de 0, ça doit nous amener vers des entrées qui sont très près de moins l'infini ou plus l'infini. Et donc, ça sature nos neurones. Et donc, pour arriver là, souvent, on va avoir des désajustements des poids qui vont viser à modifier un peu les valeurs. Et donc, ça va être quand même assez problématique. Et le gradient dans ces zones-là, dans les zones de neurones saturés, sont très faibles. Donc, si on faut
désapprendre, il faut corriger les valeurs de poids pour sortir des régions avec des grandes valeurs élevées. Ça va prendre énormément de temps. Donc, le gradient va se perdre carrément. Donc, et ce qu'on observe avec la perceptron multicouche, c'est qu'effectivement, là, si on ne fait rien, le gradient qui vient de la couche de sortie, qu'on a calculé sur les erreurs, qu'on applique par rétropropagation du gradient, ben, le gradient est très clair sur la couche de sortie et reste clair sur les couches près de la couche de sortie, mais plus qu'on recule, moins que le signal d'erreur, le signal de correction est bon. Et donc, on a vraiment de la difficulté à entraîner notre réseau de neurones, surtout que les premières couches d'un réseau de neurones à plus de 2 couches cachées ne va pas apprendre bien. Ça va être problématique dans cette zone-là. Donc, c'est un peu une illustration ici qu'on avait la semaine dernière de dire que finalement, notre erreur ici, provenant de la sortie, elle est bonne. Elle est diffusée, mais au fur et à mesure qu'on recule, notre delta ici va être de moins en moins informatif, va être de moins en moins utile pour entraîner nos neurones. Et donc, après ça, dans les réseaux de neurones profonds, ça ne va pas très bien aller. On parle entre autres de la fonction de transfert sigmoïde. Donc, la fonction de transfert sigmoïde qu'on a vue précédemment, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire une interprétation probabiliste d'une sortie. On a une sortie qui est entre 0 et 1. Puis ça correspond finalement, on peut dire, interpréter ça comme étant une combinaison de 2 lois normales avec la même écart type qu'on combinerait pour 2 classes. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant lorsqu'on veut avoir une sortie probabiliste qu'on utilise entre autres dans le modèle de régression logistique. Mais en plus, elle approxime une fonction qu'on dit binaire, step, là, une fonction vraiment de type 0 pour une valeur négative, 1 pour une valeur positive, mais on voit que c'est une version un peu soft d'une fonction binaire comme ça. Donc, ça représente un peu une fonction binaire, mais avec la capacité d'avoir les dérivées partielles. Ceci dit, le gradient est saturé dans les zones extrêmes, là, près de 1 et près de 0 en sortie. On est dans un cas où le gradient va être très faible. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que ça nous prend des fonctions de transfert qui incluent des non-linéarités. Donc, certaines fonctions qui ont été proposées, entre autres, il y a ReLU, Rectifier Linear Unit. Donc, ReLU, c'est un modèle simple de fonction de transfert où on dit, bien, pour des valeurs négatives en entrée, la sortie va être de 0. Puis pour des valeurs positives, on va donner comme sortie la valeur en soi, donc le A. Donc, c'est représenté ici. Donc, tout ce qui est positif, c'est une fonction de transfert linéaire. Tout ce qui est négatif, c'est une valeur 0. Donc, ça, c'est non linéaire, étant donné ce qu'on a autour de 0. Là, vraiment, on a une cassure. Ça peut paraître simple, mais ça fait le travail. Donc, ça nous offre ce qu'il faut pour pouvoir faire un apprentissage avec plusieurs couches sans être pris avec le fait qu'on simplifie donc plusieurs couches à une seule couche linéaire. Donc, et on dit souvent que la composition de ReLU, ça permet de faire des approximations linéaires par morceau. C'est comme on peut vraiment combiner plusieurs ReLU ensemble, puis cette combinaison-là va nous donner ce qu'il faut pour approximer pratiquement n'importe quoi. Et d'autant plus, il y a une motivation biologique que je ne pourrais pas vous détailler, mais bref, qui est quand même énoncée dans certains articles scientifiques, comme quoi que le modèle correspond à un certain modèle biologique qu'on appelle le Leaky Integrated Fire Model. Donc, semble-t-il qu'il y a quand même un lien à faire avec ce qui se passerait vraiment dans certains neurones biologiques. Et donc, l'apprentissage d'un réseau de neurones avec ReLU nous permet de réduire beaucoup l'effet de la dilution du gradient. Donc, avec ça, on est capable en partie de faire un apprentissage sans pré-entraînement non supervisé. Un autre élément important, c'est l'initialisation des réseaux de neurones profonds, l'initialisation des poids aléatoires. Donc, la valeur initiale peut avoir un impact important. Si les poids initiaux sont trop faibles dans un réseau de neurones, on peut assister à une implosion du gradient dans le sens que le gradient n'est pas là, il est très faible. L'apprentissage va stagner, ça va prendre énormément d'époques avant de débloquer les choses, si elles-mêmes elles débloquent. Donc, ça ne va pas bien fonctionner. Puis de même, si les poids initiaux sont trop élevés, si on a des valeurs de poids très élevées, le gradient risque d'exploser, l'apprentissage risque d'être instable. Donc, il y a vraiment comme un compromis à faire sur la valeur des poids initiaux pour éviter ça. Donc, il faut faire le bon compromis pour initialiser les poids, puis il faut tenir compte des fonctions de transfert utilisées aussi. Donc, étant donné tout ça, ce n'est pas nécessairement évident, mais il y a eu des règles qui ont été proposées. Entre autres, ce qu'on peut comprendre, je vais revenir avant d'aller vers les règles, on a une certaine justification mathématique. On dit, par exemple, si on a un exemple d'un réseau de neurones profond de L couches avec des fonctions de transfert linéaires. Tout est linéaire ici. On a L couches.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le fond, si les L1 premières couches sont identiques, seulement la couche L diffère, mais les couches W1 à WL-1 sont les mêmes. On va simplifier finalement notre modèle en disant que c'est WL fois WL puissance L-1 fois W puissance L-1 qui est la même représentation de W1 jusqu'à WL-1 fois X. Et donc, ici, on suppose, par exemple, c'est pour illustrer l'idée que W, dans le fond, c'est une matrice diagonale, c'est une valeur diagonale où il y a une valeur de C sur la diagonale qui est plus grande que 1. Mais ce qu'on peut démontrer, c'est que si C est plus grand que 1, avec un nombre infini de couches, la valeur de sortie va exploser, va être infinie aussi. Donc, la limite fait en sorte que ça va vraiment être trop élevé. Puis de même, si la valeur de W sur la diagonale est inférieure à 1, ce qu'on va observer avec une quantité infinie de couches, c'est que ça va imploser, ça va tendre vers 0. Donc, ça, c'est un peu extrême, c'est vraiment les cas extrêmes, mais ça permet de comprendre un peu que notre réseau de neurones profond est sensible à l'amplitude des poids qu'on utilise pour faire l'initialisation. Fait qu'il faut que ces poids-là soient ni trop faibles, ni trop élevés. Sinon, on va avoir ces problèmes-là d'avoir des sorties qui vont être trop élevées, trop faibles. Et en conséquence, avec des fonctions de transfert non linéaires de type sigmoïde, on va saturer un peu nos neurones assez facilement. Même si ce n'est pas linéaire, même si ce n'est pas sigmoïde, avec d'un relu, ce n'est pas nécessairement une bonne chose d'avoir des valeurs qui tendent à être très élevées ou très faibles. Donc, il y a différentes méthodes d'initialisation, mais les deux des plus connues, entre autres, c'est la méthode de Xavier, qui, elle, est adaptée à des fonctions de transfert sigmoïdes ou tangentes hyperboliques, donc qui sont quand même assez courantes pour la décision souvent, mais qui peuvent être utilisées aussi ailleurs. Donc, l'idée, c'est qu'on va générer des valeurs aléatoires uniformément dans l'intervalle de moins racine carrée de 6 sur le nombre total d'entrées plus le nombre total de sorties du neurone associé au poids. Donc, entre moins ça et plus la même valeur, racine carrée de 6 sur le nombre d'entrées plus le nombre de sorties du poids. Donc, vraiment, chacun des poids va être initialisé uniformément en conséquence. Puis cet intervalle-là permet d'avoir justement la bonne plage de valeur où on ne sera ni trop élevé ni trop faible en termes de valeur de poids. Donc ça, Xavier, c'est bon pour sigmoïde et tangente hyperbolique. Il y a des variantes normales qui ont été proposées, entre autres avec des fonctions de transfert de type relu, donc la méthode de Hay. La méthode de Hay est préférable souvent avec relu parce que c'est asymétrique comme fonction de transfert. Et donc là, on va y aller avec une loi normale. Donc, on va dire que chaque poids dans notre réseau de neurones, pour entre autres le poids WJI, va être une loi normale de moyenne 0 et d'une variance correspondant à 2 sur le nombre d'entrées. C'est une autre approche pour initialiser qui a été démontrée comme étant valide. Maintenant, il y a le dropout aussi. Le dropout, c'est une autre méthode importante pour faire l'apprentissage de réseaux de neurones profonds sans pré-entraînement. Quand ça a été proposé, c'était vu comme étant un peu ad hoc. C'était proposé à Toronto par Hinton, puis Hinton a dit souvent qu'il était lui-même surpris que ça fonctionne aussi bien que ça. Il n'y croyait pas trop a priori, mais ça a été vraiment une méthode clé. C'est une méthode clé pour faire l'apprentissage de réseaux de neurones profonds. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va typiquement désactiver la moitié des neurones des couches cachées et on va désactiver seulement 20 des entrées. Donc, on va garder 80 des entrées actives pour chaque donnée durant l'entraînement et à chaque fois, on change. Donc, à chaque fois, on va retirer au hasard les poids qui sont actifs en entrée et dans les couches cachées pour pouvoir faire notre traitement. Donc, ça crée des masques aléatoires. La façon dont c'est implémenté souvent, c'est que pour chaque neurone, on a un masque 0,1 qui dit si le poids ou le neurone, plutôt si le neurone est activé ou pas. Donc, lorsqu'on désactive un neurone, tous ses poids sont désactivés. Et lorsqu'il est activé, on l'utilise tel quel. Et donc, on dit, ça a été énoncé que ça permet de faire une forme de régularisation du réseau. Donc, on force l'apprentissage d'une représentation qui est mieux distribuée dans l'ensemble du réseau. Donc, on ne veut pas se fier à un seul neurone. Donc, le fait que les neurones sont activés, désactivés au hasard, on va faire en sorte que les éléments de base, là, ce qu'on veut composer, quand on parle de compositionnalité, d'avoir finalement, de partir d'éléments abstraits simples au début, des petites notions simples qu'on compose de façon de plus en plus complexe pour en arriver à une décision. Mais on veut qu'à toute étape, qu'il y ait une forme de redondance, que les concepts soient appris possiblement de différentes façons, mais qu'on soit capable de les recomposer de différentes façons pour en arriver au même résultat. Donc, on va forcer, si on peut dire, à apprendre
différentes notions similaires en des endroits différents dans le réseau de neurones, puis on va pouvoir composer peut-être de plusieurs façons, donc un peu comme si on raisonnait, mais avec plusieurs chemins différents de raisonnement pour en arriver à une décision. Donc ça force l'apprentissage d'une représentation distribuée dans l'espace. Puis on dit souvent, puis ça c'est une théorie qui n'est pas nécessairement vraie dans le sens que c'est controversé, l'idée de la neurone grand-mère. Mais l'idée de la neurone grand-mère, c'est qu'il y aurait dans notre cerveau, dans un réseau de neurones artificiels, un neurone spécifique qui est dédié à reconnaître sa grand-mère. Quand je vois ma grand-mère, ce neurone-là s'active. On peut dire, ben, si le neurone il meurt, ben, tu ne reconnaîtras plus ta grand-mère. Ce qui est évidemment pas vrai parce qu'on a énormément de neurones qui meurent chaque jour. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de concept qui est dans un neurone. C'est appris sur l'ensemble des neurones. Donc, avec le dropout, on fait en sorte qu'on force en sorte qu'il n'y ait aucun neurone qui soit essentiel, qui soit critique dans le chemin. On va plutôt distribuer l'information intéressante, pertinente à extraire sur l'ensemble des couches, l'ensemble du réseau. Et donc, ça, en pratique, ça s'est avéré très utile et ça a vraiment été efficace pour améliorer les performances des réseaux de neurones profonds. Et donc, on peut dire que l'évaluation de nouvelles données aussi, quand on a une nouvelle donnée à classer, la manière dont on va le classer, on ne peut pas traiter la donnée sur l'ensemble du réseau au complet. Parce que vu que le réseau est entraîné en dropout, il faut qu'il fonctionne avec la moitié des neurones activés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter la donnée avec plusieurs masques différents. Donc, on va présenter la donnée plusieurs fois avec plusieurs masques différents de dropout, puis on va conserver par moyennage la décision. Donc, on va moyenner les décisions, puis on va prendre la décision qui est en moyenne la plus forte en test. Et donc, ça, c'est analogique aux méthodes par ensemble qu'on va voir plus tard en classe, et c'est souvent une motivation du dropout de dire qu'on fait une méthode par ensemble ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on a ce réseau-là ici avec un neurone en sortie, une couche cachée avec 3 neurones, on voit les différents poids. Bien, en faisant du dropout, on peut avoir toutes ces différentes combinaisons-là. Donc, ça, c'est différents masques, différentes variantes de notre réseau de neurones avec tout ce qu'on pourrait désactiver, partant du réseau entier jusqu'à seulement vraiment un neurone sur la couche cachée activée, sur les 3. Donc, c'est les différentes versions possibles. Puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'en faisant du dropout, on va apprendre à bien fonctionner dans tous ces cas-là. Puis, lorsqu'on va vouloir faire le test, bien, on va faire un échantillonnage de plusieurs de ces cas-là pour pouvoir déterminer c'est quoi la décision. Maintenant, le batch normalization, c'est une autre approche où on veut faire la modification d'un poids par rétropropagation basée sur le gradient local. Donc, les poids des couches précédentes et suivantes se modifient par rétropropagation des erreurs. Et donc, ce qu'on peut assister, c'est qu'il peut y avoir un décalage. Si une couche est modifiée, il peut y avoir un déplacement de la distribution des sorties. Puis ça va affecter la couche qui suit, qui était plutôt ancrée sur la distribution précédente. Donc, au lieu de toujours devoir essayer de suivre quand ça se déplace continuellement, avec le batch normalization, on va avoir une étape de normalisation où on va ramener tout ça. Donc, la sortie, elle peut être décalée, mais elle va être renormalisée, remise dans selon une certaine distribution, qui va toujours être la même utilisée par la couche qui suit. Donc, ça se fait par ce qu'on dit mini-lot, mini-batch. Donc, l'idée d'une mini-batch, c'est d'avoir un sous-ensemble du jeu d'entraînement. Souvent, surtout lorsqu'on traite des millions d'instances, on ne va pas faire un apprentissage par batch avec un gradient sur 1 million de données. On va plutôt faire des batchs de quelques centaines de données sur lesquelles on va calculer le gradient pour faire une mise à jour des poids. Donc, c'est un peu entre un apprentissage totalement en ligne et un apprentissage totalement en batch. Donc, le mini-lot, c'est un petit sous-ensemble d'instances, typiquement quelques centaines, et c'est à partir de la distribution des sorties du mini-lot qu'on fait l'ajustement de batch normalization. Donc, on va calculer l'activation des neurones, puis on va renormaliser l'activation des neurones selon la moyenne et l'écart type observé sur la valeur du neurone pour notre mini-lot. Donc, à chaque mini-lot, on va faire cet ajustement-là. Et donc, ça va nous assurer que finalement, la sortie, par exemple, va être centrée à 0 et d'écart type de 1, par exemple. Et les liens résiduels, bien ça, c'est des approches où on vise à avoir des connexions qui sautent par-dessus plusieurs couches. Donc, ça permet d'avoir un lien directement entre des couches non adjacentes. Donc, un exemple ici, c'est d'avoir que notre entrée carrément, c'est le X ici, elle peut passer au travers de 2 couches. On peut avoir également l'entrée directement injectée à la couche suivante, où là, on va avoir finalement le résultat du passage dans les 2 couches ici qu'on a, plus
la valeur du X d'origine qui va être combiné à cette sortie-là. Fait qu'on va avoir comme le signal d'origine plus le signal modifié par nos deux couches. Et ça va être notre entrée finalement aux couches qui suivent. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut dire que l'information ici, s'il y a de l'information pertinente qui est pour les couches suivantes, qui est perdue dans ces deux couches-là, on va quand même la restaurer, on va la réinjecter ici. Donc, on va avoir un mélange à la fois du traitement qui est fait plus ce qu'on avait à l'origine avant le traitement. Puis ça, ben, ça a permis de faire des réseaux de neurones beaucoup plus profonds. Là. On parlait de réseaux de neurones avec 100 couches cachées. Ça se voit avec des ResNet, ce qui se voyait moins auparavant. Donc, la compétition ImageNet en 2015, le gagnant était basé sur des ResNet avec un taux de 3,57 d'erreur sur le top 5. Puis ça facilite aussi l'optimisation et la propagation du signal à travers le réseau, dans le sens que ces liens-là résiduels sont utilisés à la fois en propagation vers l'avant pour amener l'information, mais aussi le gradient va suivre ces liens résiduels-là. Il va être utilisable pour faire des mises à jour, avoir une meilleure proximité entre le gradient de sortie et les premières couches du réseau de neurones. Donc, ça va dans les deux sens, ce qui permet vraiment d'apprendre des réseaux de neurones plus profonds. Et donc, l'idée ici, c'est que si, par exemple, on a un bloc résiduel, un bloc de 2 couches ici, qui ne fait pas un traitement intéressant, qui pour certaines raisons n'est pas effectif, ça se peut que la sortie, le lien résiduel fait en sorte qu'on ignore carrément le traitement ici, puis on va sauter par-dessus ce bloc résiduel-là. Donc, ce serait possible qu'un réseau de neurones apprenne à ignorer certains blocs résiduels, même si ce n'est pas nécessairement toujours ça, ce n'est pas fréquent tant que ça, mais ça se peut.